Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs de la presse, nos salutations. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un exercice habituel qui est la conférence de presse conjointe entre les porte-paroles de la MINUSCA et du gouvernement. C'est un exercice que nous tentons de maintenir de manière régulière malgré les différents impératifs d'agenda et de calendrier, parce que c'est aussi une façon de travailler ensemble, de vous montrer ce que nous faisons ensemble, le gouvernement et la MINUSCA. Par tradition, j'entame généralement par quelques points qui sont une opportunité, ces points-là, d'entamer les échanges et de vous permettre de poser vos questions, et monsieur le porte-parole fera de même. Nous avons une actualité très riche depuis ces derniers mois et ces dernières semaines. Notre temps étant limité à 1 heure, je ne vais pas prendre tous les points. Je veux juste parler de 4 points qui seront pour moi les éléments d'introduction de cette conférence de presse. Bien entendu, vous êtes libre de poser des questions sur tous les points de votre intérêt, même s'ils ne font pas partie, excusez-moi, de ce que j'évoque ici. Vous savez aujourd'hui que suite à l'accord politique de paix et de réconciliation, dont je parlerai en point 4 tout à l'heure, le gouvernement a l'obligation de trouver des moyens pour mettre en œuvre ce plan. Parce que c'est un plan qui est engageant, c'est un plan qui est coûteux. Et donc immédiatement après la signature de l'accord, le président de la République, chef de l'État, a engagé 3 missions. Une première à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, où il est allé faire un plaidoyer pour, n'est-ce pas, l'accompagnement de plusieurs points de cet accord par les partenaires de l'Union européenne. Et vous le savez, il y a eu une réponse très favorable, des réponses très favorables sur plusieurs points. Un rapport en avait été fait. Mais suite à cela, et c'est cela que je vais évoquer, il y a eu 2 autres missions importantes dans ce cadre. L'une qui était une mission de promotion de l'investissement privé dans notre pays auprès des investisseurs de l'Union européenne et particulièrement de Belgique, car vous le savez, beaucoup de projets doivent se mettre en place pour faire partie des dividendes, c'est-à-dire des bénéfices de l'accord. Et pour cela, il y aura aussi besoin de partenaires privés, d'opérateurs privés pour des partenariats publics-privés ou d'autres types de partenariats. C'est ainsi que la République centrafricaine a été au forum Africa Rise à Bruxelles, où la RCA a été le pays à l'honneur, avec plusieurs hommes d'affaires, femmes et hommes d'affaires venus de partout ailleurs. Et nous avons été étonnés d'ailleurs de recevoir des hommes et femmes d'affaires centrafricaines et centrafricains d'Europe qui étaient venus là-bas pour s'intéresser à revenir aussi dans leur pays suite à, ou en tout cas dans la perspective d'une paix en cours de recouvrement. Nous avons parlé déjà des résultats. Une cellule se met en place pour pouvoir accueillir en fast track et traiter assez rapidement les dossiers de tous ces opérateurs et investisseurs qui sont intéressés à venir travailler dans notre pays dans ce cadre. Suite à Africa Rise à Bruxelles, le président de la République, le chef de l'État, une délégation de ministres, ceux des finances, de l'économie et des affaires étrangères, se sont rendus à Washington, les États-Unis, où ils ont eu des rencontres avec
entièrement. En résultat de cela, on peut noter 3 ou 4 points suivants. 100 millions de dollars d'aide budgétaire qui ont été accordés à notre pays par la Banque mondiale, aide budgétaire donc, 45 millions de dollars pour la réalisation donc du champ solaire, un protocole d'accord entre notre pays et le gouvernement américain qui porte sur les questions de défense, les questions militaires. Vous noterez que c'est le premier protocole d'accord qui est signé entre notre pays et les États-Unis d'Amérique depuis que notre pays est indépendant. À cette occasion, le secrétaire d'État Mike Pompeo a réaffirmé que les États-Unis reconnaissent les efforts menés, entrepris par la République centrafricaine dans le cadre de la réconciliation, de la paix, de la restauration, de la sérénité, de la sécurité et de l'autorité de l'État dans notre pays, et que cela était parmi les mobiles pour lesquels le gouvernement américain a décidé de soutenir très fortement la République centrafricaine, où le son gouvernement et son peuple. Vous le savez, après le passage du directeur général de la SECNA, dont le siège est à Dakar au Sénégal, il y a eu la déclaration de mise à disposition de, je crois, plus de 130 ou 140 milliards CFA pour terminer, entamer dans certains cas la réhabilitation des infrastructures de l'aéroport international Bangui Mpoko. La question de l'eau est une question qui évidemment intéresse les Centrafricaines et les Centrafricains parce qu'ils en souffrent depuis quelque temps, plus qu'avant encore. Et le gouvernement, je crois qu'il y a eu 2 conseils de ministres et 2 autres de cabinet où cette question a été traitée de manière approfondie avec le et les ministres en charge. Entre-temps, le Premier ministre a pris des mesures pour faire acquérir à la SODECA, je crois, 2 électropompes. Vous le savez, il y a un problème sérieux au niveau de l'étiage qui fait que le niveau et des nappes phréatiques d'une manière générale et de l'Ubangui font qu'il y a des difficultés à pomper l'eau pour pouvoir l'envoyer dans le circuit. Donc, entre-temps, cette décision a été prise. Ce sont des pompes qui sont à fabriquer, sont en fabrication. La fabrication prend un certain temps. On nous a parlé de 9 semaines, ou en tout cas pratiquement 2 mois et quelques. C'est en cours. Nous prenons, nous tous, notre mal en patience. Mais en tout cas, le gouvernement travaille à la résolution de cette question. Évidemment, vous savez qu'à présent, depuis que l'accord politique pour la paix a été signé, nous sommes complètement tournés vers sa mise en œuvre. Vous poserez des questions tout à l'heure là-dessus, j'en suis convaincu, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, rappelez-vous, chacun avait estimé que le processus de paix de l'Union africaine était un processus qui ne pouvait pas prospérer, qui n'aurait pas pu avancer. Grâce à la détermination du président de la République, nous y sommes allés. Certains avaient évoqué que Khartoum ne pouvait en aucun cas être le lieu de ces discussions et négociations. Le gouvernement, à la suite du président, est resté déterminé et nous y sommes allés. Quand nous y étions, plusieurs ont évoqué le fait que ces négociations n'aboutiraient jamais.
compte tenu, disait-il, cela, de la position des groupes armés qui ne pourraient pas accepter ceci ou cela. Ces négociations ont eu lieu, elles ont abouti au paraphe de Khartoum et à la signature de Bangui. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cet accord. Évidemment, beaucoup de chantres s'élèvent à nouveau pour dire que cette mise en œuvre ne se fera pas. Le président de la République un jour a dit qu'il est convaincu que la voie qu'il a tracée pour la paix est la bonne. Nous en sommes convaincus et nous sommes engagés. Nous sommes engagés pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour retourner à la paix et à la paix durable, celle qui va durer, celle qui va rester. Évidemment, ces chantres, parmi les éléments mis en avant, évoquent le fait qu'il y a déjà eu plusieurs accords et que nous serions au 8e. Ce n'est pas une raison suffisante pour penser que celui-là ne réussirait pas. Et d'ailleurs, fort des précédents échecs, cet accord-là, celui-ci plutôt, eh bien, a en son sein les dispositions qui lui permettent d'éviter l'échec. C'est pour ça que vous avez vu que c'est un accord qui est détaillé. Nous l'avons fait lire à plusieurs reprises en français, en sango, jusqu'à dans ses annexes. Et il vous suffit de regarder la constitution de cet accord-là, la construction de cet accord, de lire les annexes pour voir que justement ce qui a fait défaut dans les autres, c'est-à-dire de ne pas aller dans ces détails-là, font partie de l'accord. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est de l'engagement de toutes les parties. Je ne ferai pas de commentaires sur le fait ou sur ceux qui veulent absolument que cet accord-là échoue, mais je voudrais dire quand même au peuple centrafricain, et vous en faites partie, quelle est l'alternative si l'accord échoue, si l'accord ne va pas à son terme? C'est le retour au conflit, c'est le retour à l'insécurité. Quelle est l'alternative? Quand on se pose en posture de dire l'accord ne peut pas marcher. Mais nous sommes convaincus que tout est mis en œuvre et que tous les germes pour que cet accord réussisse sont là. Ce qu'il nous faut, c'est de l'engagement. C'est pourquoi, je vais terminer là-dessus, le gouvernement avec les partenaires, nous avons mis en place, parce que nous pensons qu'il y a un problème de compréhension parfois, nous avons mis en place un groupe qui travaille et qui est en train de finir de travailler à la stratégie de communication sur l'accord. C'est important. Et nous travaillerons avec chacune des parties intéressées, la presse, le Parlement, le gouvernement, la société civile, les jeunes, les moins jeunes, les travailleurs, pour expliquer dans les détails pourquoi il faut comprendre, connaître, mais surtout soutenir et promouvoir cet accord. Moi, je ne parle pas d'accord de dernière chance, mais de l'accord pour une paix durable. Voilà ce que je voulais dire en introduction liminaire. Je voudrais donner la parole au porte-parole, M. Montero, pour son introduction, puis après, vous laisser la place pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Je saisis l'occasion pour saluer également les auditeurs de Guira FM qui nous suivent en direct, ceux de Radio Centrafrique un peu plus tard et les journalistes ici présents, pour dire par rapport à ces derniers développements positifs dans la mise en œuvre de l'accord, la satisfaction de la MINUSCA. Il y a eu la semaine dernière un événement important avec la visite d'une délégation de haut niveau, Union africaine, Union européenne, Nations unies, marquée notamment par une réunion du groupe international de soutien à la République centrafricaine. Il y a eu un communiqué final, des conclusions qui vous seront ou l'ont certainement déjà été distribuées et où ce groupe souligne le besoin pour les partenaires de poursuivre cet appui. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu des confirmations lors de cette réunion, donc de poursuivre cet appui
et également d'encourager la MINUSCA dans son travail ici en Centrafrique, notamment pour la protection des populations et la restauration de l'autorité de l'État. Par rapport à ces développements, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, qui a pris part activement à la visite de cette haute délégation, réaffirme cet engagement de la MINUSCA en tant que facilitateur de l'accord à soutenir sa mise en œuvre et également à prendre en compte les 11 priorités du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord. Il y a 11 priorités qui sont dans ces conclusions, mais que je vais quand même énumérer. La première, la cessation immédiate des hostilités sur l'ensemble du territoire national. 2, le ministre et porte-parole vient de le souligner, la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de l'accord. 3, l'opérationnalisation de tous les organes de mise en œuvre, y compris le secrétariat technique. 4, le démarrage des travaux de la commission mixte inclusive qui est chargée, vous le savez, d'examiner tous les aspects liés aux événements tragiques du conflit, de les qualifier, de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. 5, la lutte contre l'impunité avec l'opérationnalisation de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. 6, l'opérationnalisation des unités spéciales mixtes de sécurité pour lesquelles, et ça c'est extrêmement important, le vetting, c'est-à-dire la vérification des personnes qui feront partie de ces unités, la démobilisation, le désarmement des anciens groupes armés et toutes les mesures d'accompagnement sont nécessaires. La 7e priorité, la poursuite de la réforme du secteur de sécurité et du programme DDR. 8, l'adoption des lois, notamment sur la décentralisation, le statut des anciens chefs d'État, des partis politiques et la préparation des élections de 2020-2021. Le lancement, c'est la 9e priorité du programme de réhabilitation des communautés à la base dans chaque préfecture. L'organisation de 4 forats pour le développement régional à Bangassou, Birao, Bouar et Mbaïki. Et enfin, le lancement du plan national et régional de la gestion de la transhumance. Donc la MINUSCA va travailler également sur la base de ces priorités qui ont été évoquées par le gouvernement lors de la rencontre. Comme le gouvernement, le représentant spécial appelle tous les Centrafricains et toutes les forces vives de la Centrafrique à s'approprier et à soutenir ce dialogue, cet accord de paix qui est né d'un dialogue pour la paix et la réconciliation dans le pays. Les autres faits très rapidement, ils ont trait à la situation dans certaines préfectures, des développements positifs avec la mise en place du comité local paix et réconciliation à Bambari. Ça se poursuit. Il y a eu dans d'autres endroits. La prochaine étape, ce sera Bria. C'est quelque chose qui est fait par le ministère de la Réconciliation avec l'appui de la MINUSCA. Et l'autre fait, nous saluons, c'est le départ, cette fois-ci, vers Bangassou de la caravane de la paix. Vous le savez, elle est arrivée ce week-end à Bangui. Elle était partie de Bangassou le 15 avril. Elle a été reçue par le Premier ministre. L'objectif de cette caravane, c'est de faciliter la libre circulation des populations et des biens et surtout faire en sorte que l'axe Bangassou-Bambari, qui est toujours bloqué par des éléments armés, ce blocus soit levé. C'est ce que j'avais à dire au chapitre des droits de l'homme pour rappeler les engagements des groupes armés. Il y a eu encore, au cours de la semaine du 18 au 24 avril, des violations et des abus aux droits de l'homme et du droit international humanitaire. Au total, 21 qui ont fait au moins 32 victimes. Parmi les responsables des peuples armés, notamment dans la localité de Kémo, le MNLC-FPRC, le FPRC-MPC, le FDPC, l'ARJ Sayo et également une coalition FPRC-MPC. Voilà, Monsieur le ministre et porte-parole, ce que j'avais à dire avant les questions des journalistes. Merci, Monsieur le porte-parole. C'est effectivement la partie, je dirais, la plus importante. Donc, sans autre transition, nous allons vous donner l'opportunité de poser vos questions.
Comme à l'accoutumée, nous allons prendre des séries de 5. Vous vous présenterez ainsi que votre organe. Et nous allons lister les 5 et puis vous poserez vos questions. C'est parti. Monsieur, quel organe? C'est vrai qu'on vous connaît, mais les autres ne vous connaissent pas. Ensuite, madame. Pardon? Oui. Le témoin. Ensuite. Oui. RJDH. Quand je ne comprends pas bien le nom, je prends le prénom. Vous n'en voudrez pas? J'ai noté Auguste. D'accord. 4e question. Monsieur? Il y a longtemps qu'on ne vous a pas eu. 5e? Oui. J'ai pas entendu le prénom. Jean-Eudes. Jean-Eudes comment? Bien. Monsieur Boutenet, réseau des journalistes francophones. Pourquoi alors, jusqu'à ce jour, la mise en œuvre de l'accord de Khartoum semble se faire à sens unique? La seconde préoccupation, je voudrais savoir, est-ce que la chute de l'ex-président Béchir peut avoir des impacts sur la mise en œuvre de cet accord? Merci. Merci, madame. Monsieur Auguste du RJDH. Merci, monsieur le porte-parole. J'ai deux préoccupations. La première concerne l'accord de Khartoum, qui aujourd'hui, mal compris par la population, certains parlent le parallélisme entre l'accord et la constitution de la République centrafricaine. Entre ces deux documents, quel est le but supérieur, bien lequel peut avoir un poids le plus important pour son application? Deuxième préoccupation, c'est envers M. Vladimir. Cela se voit. Il y avait eu un incident qui a causé l'incendie de véhicules. Ces véhicules sont porteurs de munitions et d'armes. Est-ce que vous êtes au courant? Si oui, où en sommes-nous avec cette situation? Qui sont les détenteurs? Qui a envoyé ces armes? Merci. Monsieur Montero, est-ce que vous avez un bilan sur ce qui s'est passé à Zamba il y a une semaine? On parle le village a été attaqué, mais pour l'instant on n'a pas de bilan précis. Ensuite, également par rapport à l'incident qu'il y a dû avoir hier sur l'axe Loire, impliquant peut-être des gens du FDPC, est-ce qu'il y a un accord qui a été trouvé avec M. Miski qui semble continuer d'être dans une position un peu agressive? Et enfin, pour Monsieur le ministre de la Communication, concernant l'accord de Khartoum, où en est la création de la commission vérité, justice, réconciliation et réparation? Merci. Réconciliation et réparation. Merci. Dernier mais non des moindres, Jean-Eudes Nekelou. Merci, monsieur le ministre. Je demande par la situation des Centrafricains qui se trouvent à Cabo. Est-ce que le gouvernement est-il au courant de la situation humanitaire et sécuritaire dans cette ville? Si oui,
comment le gouvernement entend aider ces personnes qui vivent dans la détresse. Et la deuxième question, c'est par rapport à les explique, est-ce que par rapport à ces éléments qui ont incendié le véhicule, et on a aussi la mention dizaine de personnes, est-ce que le gouvernement est-il au courant? Est-ce que vous entendez faire quelque chose pour aider à libérer ces personnes qui sont prises en otage par les éléments de la PPC? La troisième question, ça concerne la MINUSCA, c'est par rapport à la plainte des opérateurs économiques compte tenu des exonérations dont la MINUSCA bénéficie. Que répondez-vous à ces gens qui pensent que vous avez profité de cette exonération pour faire entrer des produits manufacturés et des produits de consommation? Que répondez-vous? Merci. Merci, Monsieur Jean-Eudes Ndekeluka. Bon, vous avez vous-même destiné vos questions à chacun d'entre nous. Donc, nous allons tenter d'y répondre. Il y a plusieurs questions sur l'accord de Khartoum. Elles se recoupent parfois. Monsieur Boutené, oui, vous avez raison, il faut que l'accord soit diffusé le plus possible afin que plus de personnes le comprennent et puissent le soutenir. Nous l'avons fait dès les premiers jours. Dès les premiers jours, nous l'avons fait lire in extenso. Maintenant, nous allons le mettre à votre disposition. Dans mon esprit, parce que cet accord, nous l'avons même publié, n'est-ce pas, sur nos réseaux sociaux. Mais la totalité, y compris les, comment vous les appelez, les annexes. Si vous allez sur notre page gouv.cf sur Facebook, vous avez tout l'accord. Donc ça veut dire que nous l'avons rendu, n'est-ce pas, disponible aux uns aux autres. Mais sur la base de ce que vous venez de dire, je vais voir dans quelle mesure on peut tenir à disposition une version électronique. C'est toujours plus facile, compte tenu du nombre de gens, compte tenu du fait que cet accord est quand même une somme. C'est une somme, il est assez épais. Nous allons faire en sorte de le mettre à votre disposition en version électronique. Donc on va y travailler et nous ferons savoir à la presse quand est-ce qu'ils peuvent le prendre en version électronique, mais dès à présent, il est déjà disponible, en tout cas sur nos plateformes, en tout cas celle de gouv.cf, in extenso, et y compris ses annexes. Donc vous pouvez le trouver là pour pouvoir le décortiquer et l'imprimer en tout ou partie. D'accord ? C'était votre première préoccupation. Bon, la journée mondiale de la liberté de la presse, je reçois tout à l'heure, si je ne me trompe pas, le président de l'UJCA et quelques autres pour que nous discutions de la question. Jusqu'ici, l'organisation est celle des entités ou des organisations des journalistes. Et généralement, le gouvernement est invité, n'est-ce pas? Il faut qu'on s'entende. Hein? C'est comme ça que cela a été fait, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, depuis ces dernières années. Eh bien, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai été approché pour rencontrer, n'est-ce pas, une organisation de journalistes. Et donc nous allons en parler pour voir ce qu'il faut faire pour mettre en relief cette journée. Elle a son sens, elle a son importance. Le gouvernement donne de l'importance à cela, mais il faut qu'on s'accorde pour organiser ça de la meilleure manière possible. Je crois que la troisième de vos questions est destinée à la MINUSCA sur la distribution de l'eau. Et vous avez parlé d'évaluation. Oui, par rapport à la question de l'eau, suite à votre proposition, d'ailleurs, même si la MINUSCA le faisait à l'intérieur du pays, je prends pour exemple la Bambari, il y avait déjà eu une première distribution d'eau par un contingent
dans le 3e arrondissement. Un autre contingent a fait la même chose récemment et les activités civilo-militaires se poursuivent sous différentes formes, y compris à travers la distribution d'eau pour des populations qui sont dans le besoin. Merci. Sur l'accord, toujours, je crois que c'est RJDH qui posait la question, ou en tout cas, qui évoquait le fait, selon lui, que l'accord est mal compris, selon elle, non, selon lui, RJDH, que l'accord est mal compris et on parle de parallélisme, je sais si ce n'est de forme ou de préséance, entre l'accord et la Constitution, et il me pose la question de savoir quel est le plus important ou quelle est la préséance entre les deux. Il n'y a pas à opposer ni à comparer l'un et l'autre. La Constitution est la loi fondamentale de notre pays. C'est la mère de toutes les lois. L'accord de Khartoum, dit de Khartoum ou de Bangui, et vous savez pourquoi on dit cela, l'accord, en tout cas l'accord politique de paix et de réconciliation, est un accord politique. Un accord politique. Ça veut dire que des entités s'accordent pour discuter d'un certain nombre de points et de s'entendre sur certains de ces points pour faire avancer le pays ou pour le faire sortir d'une situation donnée. Ça peut être une situation économique et en l'occurrence ici c'est la paix. Donc, pour ma part, j'estime qu'il n'y a pas à les mettre en compétition ou en concurrence l'un et l'autre. L'accord est, dans le momentum où nous sommes, l'accord est un élément important du retour définitif à la paix. C'est pourquoi, dans les actions du gouvernement, il lui donne une importance, une priorité, non pas sur toute autre entité, non pas sur tous autres engagements, mais une priorité de ce momentum. C'est maintenant qu'on doit aller vers la paix. C'est maintenant que nous devons poser des actes. C'est maintenant que nous devons être volontaires et engagés vers la paix. Donc, le gouvernement et les partenaires et toutes les entités mettent tout le poids de leur propre engagement pour que l'accord soit implémenté et qu'il réussisse. Ils y mettent tous les moyens possibles et toute leur force. Mais cela n'empiète en rien ou n'a rien à voir avec la Constitution en tant que telle. Je réponds dans le cadre de votre question où vous aviez cherché à savoir s'il y a un parallélisme ou quel est celui qui est le plus... c'est vous peut-être qui m'avez posé la question, je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs, la question m'a été posée là par rapport à, non c'est Madame Irma je crois tout à l'heure, sur le fait que l'accord serait à sens unique. Vous parlez là des engagements, je suppose des engagements des partis, parce qu'effectivement l'accord comprend des engagements des partis. Il y a des engagements du gouvernement, il y a des engagements des témoins et il y a les engagements des groupes armés. Bon, mais il faut séquencer les choses. D'abord, après que cet accord fut signé, il fallait bien que le gouvernement, dans ses engagements à lui, prenne celui que de constituer un gouvernement. Premier pas, première étape. Il fallait qu'un gouvernement soit en place. Ce gouvernement mis en place, deuxième engagement du gouvernement, et vous avez raison, le gouvernement prend en main ses engagements et y est fidèle. Deuxième
point d'engagement, c'est de mettre en place, de constituer les différentes entités ou les différents organes qui permettent l'implémentation de l'accord. On a parlé d'unité mixte tout à l'heure, on a parlé d'entités préfectorales au niveau national, de suivi, etc., etc. C'est l'objet de tous les décrets que le gouvernement a pris. Mais ça, c'était justement des préséances. Il fallait que, le gouvernement soit mis en place. Qu'il soit inclusif, c'est-à-dire que les groupes armés y soient. Que dans le même temps, on mette en œuvre les différents points de ce programme, de cet accord. Et c'est cela qui va permettre à présent aux groupes armés et aux autres entités de pouvoir, eux aussi, aller vers leurs engagements. Parce que l'autodissolution, par exemple, elle ne va pas se faire juste comme ça. C'est-à-dire que, bon, on décide, c'est vrai, il a été dit, à partir de la signature de l'accord. Mais l'autodissolution, là, elle doit être encadrée. Dans le cadre, d'une part, du DDR, dans le cadre des unités mixtes, dans le cadre de... Il fallait donc qu'au préalable, le gouvernement entame, n'est-ce pas, les premiers de ces engagements les plus importants pour que maintenant, à présent, et vous avez totalement raison, il y a des engagements des parties et chacune des parties doit respecter les siens. Mais je vous comprends bien, là où ce que vous posez comme question va au-delà de cela. Aujourd'hui, il faut que toute violence cesse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut que les populations soient protégées. Aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait plus dans nos villes et nos villages d'actes, n'est-ce pas, qui constituent des périls pour les populations, etc., etc. Et je crois que c'est cela qui doit faire la mise en œuvre de l'accord, et je suis d'accord avec vous, ça ne doit pas être à sens unique, c'est tout le monde. Les engagements des partis, tels que n'est-ce pas, des témoins, la communauté internationale, ben, ils ont commencé à le faire, ils ont commencé à faire la revue, ils ont commencé à nous questionner, ils ont commencé à dire, il y a un point, on a questionné l'article, c'est 43 ou 34, je confonds, 34, ils ont dit, bon, ben venez, on reparle. C'était le deuxième gouvernement Krebada. Donc, oui, chacune des parties doit respecter ses engagements dans le cadre de l'accord. La chute du président El-Béchir, non, n'a pas d'effet sur l'accord. Pourquoi? Bon, on l'a signé à Khartoum. On aurait pu le signer à Dakar. Le plus important, c'est le fond. C'est ce sur quoi nous nous sommes entendus et que nous devons mettre en œuvre. Au-delà de ça, de cette réponse, le plus important, c'est la bonne foi des partis. C'est la bonne foi des partis. Si les partis sont de bonne foi, il n'y a pas de raison qu'un incident de l'histoire, quel qu'il soit, puisse mettre à mal l'accord. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Sur l'accord toujours, après je laisserai le porte-parole Montero répondre à tous les autres points qui lui sont dus. Oui, quelqu'un a posé la question de savoir où en est-on de la création de la commission vérité, justice, réparation, réconciliation, VJRR. Alors rappelez-vous qu'on a mis en place une commission, comment l'a-t-on appelée, inclusive, dont le travail est de préparer la mise en place de la commission justice, vérité, réconciliation. N'est-ce pas? Cette commission a un délai pour finir avec sa partie et que la commission vérité, justice, réconciliation et réparation se mette en place. Donc, on est dans le timing, selon moi. On est dans le timing pour aller
vers cela. Alors, très honnêtement, je crois que c'était qui là? C'est Ndekeluka. Vous m'avez parlé d'une situation à Cabo dont je n'étais pas au courant. Je vous le dis, hein. Moi, je n'ai pas cette information. Donc, je peux vous dire que, bon, là, très discrètement, j'ai fait vérifier très vite. Je n'ai pas d'autres informations sur ça, mais merci. On va regarder ça. Certainement que nous y répondrons. Peut-être que mon ami Montero a plus d'informations que moi là-dessus et il répondra. Vous avez posé la question aussi à moi d'un certain nombre d'activismes belliqueux. Vous avez évoqué Abdoulaye Miskin, avec un certain nombre d'actions et d'actes qui ont été menées et de la situation sécuritaire. Voilà comment moi je vais vous répondre, Ndekeluka. Quand le gouvernement négociait l'accord, quand le chef de l'État signait cet accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec engagement et détermination, nous n'étions pas assez naïfs pour penser qu'il n'y aurait pas d'incident. Nous n'étions pas assez naïfs pour penser que du jour au lendemain, les velléités belliqueuses, les irrédentismes allaient cesser du jour au lendemain et qu'il n'y aurait plus aucun incident. Ça serait naïf et de notre part et de la vôtre, vous, les journalistes, de le croire. Ou ça serait même de la mauvaise foi. Nous venons de si loin. Ça fait 30 ans que ça dure. Et ce n'est pas en 2 jours, 4 jours, 1 semaine, même 1 mois ou 6 que nous allons arriver à une situation d'incident zéro. Il y a forcément de la résistance. Et nous en sommes conscients. Mais qu'est-ce que nous disons? Pourquoi je ne réponds pas précisément là à la question sur les incidents créés par Miskin là et là? Parce que, si c'est le cas, je vais répondre à une dizaine, une vingtaine de questions sur des incidents. Ce que nous savons, c'est que jusqu'à ce que nous arrivions à cette paix qui est à notre portée, il y aura des incidents. Il y aura des récidives. Il y aura des résistances. Mais notre travail à nous tous, nous le gouvernement, les partenaires, les groupes armés qui se sont engagés sincèrement, c'est de faire en sorte de réduire ces incidents, de les réduire, et d'arriver à un point où il n'y en ait plus ou presque pas. Car dans quel pays n'y a-t-il pas d'incidence? Je réfère à votre mémoire d'il y a à peine quelques jours, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui se passe dans plusieurs pays. Il y a toujours, même dans peut-être des situations de moins forte intensité que la nôtre, même si on dit que notre conflit est un conflit de basse intensité, eh bien, il y a toujours des incidents. Donc nous n'avons pas cette naïveté et donc pas cette aptitude à sauter sur chaque incident, n'est-ce pas, pour le mettre en épingle. Et je vous appelle à faire de même. La question n'est pas de mettre le doigt sur chaque incident. La question, c'est de savoir si, et ça c'était une partie de votre question, et ça c'est la bonne partie, si l'on fait quelque chose pour réduire ces incidents, pour protéger, n'est-ce pas, les personnes. Bon, il y a des gens qui sont... Parce qu'à travers ces incidents, il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui sont mises en cause, qui sont soit tuées, qui sont enlevées, qui sont séquestrées, qui sont blessées, qui ne peuvent pas aller travailler, dont les marchandises ne peuvent pas arriver, etc., etc. Et il faut y travailler. On n'a pas oublié qu'il y a eu 5 milliards de perdus avec le blocus de la route par Abdoulaye Miskin. Et on lui a fait savoir. Et de la même manière qu'on n'oubliera pas les morts, n'est-ce pas, qu'on compte depuis quelques jours dans un certain nombre d'endroits là. Alors on n'a pas, notre capacité à réagir n'a pas été forcément démultipliée depuis qu'on a signé l'accord. On met en œuvre un certain nombre de mesures qui sont incluses dans l'accord pour réduire les incidents. Je pense, porte-parole, que j'ai répondu aux questions qui m'étaient destinées dans cette première partie. Je vous laisse répondre aux vôtres. Okay. Très rapidement,
Concernant la mise en œuvre de l'accord à sens unique, on ne peut pas parler de sens unique. La preuve, même s'il y a des incidents, comme le disait tout à l'heure le porte-parole, la violence a diminué d'une manière générale. Et c'est un désengagement des groupes armés. C'est vrai, il faut la cessation totale. Et c'est l'une des priorités, mais il y a des pas. Mais les groupes armés devraient effectivement faire davantage. Parce que lorsqu'on regarde la liste d'engagements, on se rend compte qu'il reste encore des choses à faire. L'impact de la chute de l'ex-président du Soudan. La semaine dernière, il y a eu une rencontre ici à Bangui de tous les partenaires qui ont réaffirmé leur appui à la mise en œuvre de l'accord. Vous le savez, les garants, les facilitateurs ne sont pas des individus, ce sont des pays, ce sont des institutions. Donc, l'appui du Soudan en tant que facilitateur continue. Concernant Bois, c'est une question du RJDH, de l'AFP ainsi que de Radio Ndekeluka. Effectivement, nous sommes au courant de cet incident qui serait causé par l'FDPC dans la zone, et il y aurait eu apparemment, pas confirmé, des otages. Les casques bleus sont dans une phase d'action de recherche sur le terrain. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Une phase d'action de recherche, ça veut dire que ce sont des casques bleus qui sont engagés, ce sont les mêmes casques bleus qui avaient pris part à l'opération contre ce même groupe. C'est-à-dire, il y a, par rapport à des attitudes comme ça, les deux options qui sont toujours sur la table, les discussions pour montrer à ce responsable qui a signé l'accord qu'il y a des engagements qui doivent être respectés, mais également, nous avons un mandat d'intervenir lorsqu'il faut. Donc, par rapport à cet incident, ils sont en train de rechercher. Concernant Zangba, il y a 2 semaines, nous avions évoqué la question lors d'une conférence de presse et on avait dit que la MINUSCA essaie d'y aller parce que c'est une zone complètement isolée. On a essayé d'y aller à travers Mobile, impossible. Parce qu'en plus des ponts, le ferry est en panne. Les casques bleus devraient arriver soit aujourd'hui, soit demain, peut-être à partir de Kwango, parce qu'on va envoyer d'autres casques bleus. Parce que c'est une zone complètement isolée. Mais sur ce qu'on avait fait à l'époque, en ce moment c'est le seul moyen qui nous permet d'aller sur la zone, ce sont des hélicoptères pour survoler l'endroit. La situation semble calme à Zangba. 1 ou 2 villages ont été brûlés il y a quelques jours vers Zangba, mais dans la ville, la situation est normale. Mais, comme je le dis, il va falloir attendre que nous y arrivons dans la localité pour avoir confirmation. Par contre, dans d'autres zones, surtout dans cette partie sud, nous continuons à travailler avec les FACA. Nos collègues casques bleus ont fait une patrouille avec des FACA à Bema. Et suite à une demande des populations, une partie des FACA vont rester à Bema, une dizaine de FACA pour justement contribuer à la sécurisation de la zone. Il y a également à Lyoto où les FACA vont également être déployés et là-bas, ils travailleront également avec la MINUSCA qui dispose également d'un poste militaire avancé. Parce que cette partie du sud, comme d'autres, constitue une préoccupation, nous essayons d'y répondre. Dans certaines parties, Lyoto, Bema, c'est un peu plus facile parce que les accès le permettent. À Zangba, c'est un peu plus compliqué. Mais nous cherchons à trouver une solution. La dernière question concerne Radio Ndekeluka, une supposée plainte des opérateurs économiques par rapport à la MINUSCA. Je voudrais dire que la question des privilèges et immunités, ce n'est pas quelque chose de récent.
La question des privilèges et immunités pour les Nations Unies date de 1946. Ça a été approuvé par l'Assemblée générale, ce qui permet aux institutions des Nations Unies de par le monde d'effectuer certaines opérations. Deuxième point, concernant la MINUSCA, tout ce qui est importé, donc ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle l'accord de siège. Et dans votre reportage, dans le reportage que Radio Ndekeluka a diffusé ce matin, ils ont rappelé ça. Et cet accord de siège prévoit des exonérations. Mais ce ne sont pas des choses que nous achetons et que nous revendons. Ce sont des choses qui sont importées pour permettre à la MINUSCA de mener son action sur le terrain, pour mettre en œuvre son mandat. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait contre les opérateurs économiques centrafricains. Si jamais il y a des allégations d'abus, que cela soit porté à la connaissance de la MINUSCA et nous ferons des enquêtes. Et je terminerai par rappeler un point, que la MINUSCA travaille également avec les opérateurs économiques centrafricains. En 2017, les affaires entre les deux parties ont apporté 3,9 milliards de francs CFA aux opérateurs centrafricains. Différents services, que ce soit le génie, que ce soit la sécurité, que ce soit le nettoyage, mais il y a eu cet engagement. Et même le service d'achat de la MINUSCA avait réuni des opérateurs, une centaine, pour leur expliquer comment travailler avec la MINUSCA. Donc, il n'y a pas une tentative de la MINUSCA ou de l'entité écologue, pour ne pas le citer, d'asphyxier les partenaires nationaux qui sont tout aussi importants pour notre travail. Merci. Bon, on fait une dernière série de questions avant que je fasse un résumé en sango. Une dernière série, si possible, des gens qui n'ont pas encore posé de questions quand même. On essaye de... Et puis des dames, il n'y en a pas beaucoup. Madame Liao, TVCA. Ensuite, s'il n'y a personne d'autre, oui, vous deux, commençons par vous. C'est le réseau, oui. Et, oui, Ndekeluka. Madame Léao, allez-y. Même que la mise en œuvre de cet accord est entrée dans la phase effective, nous sommes sentis un peu indignés par certains points de ces accords-là. Comme quoi, je rebondis un peu sur ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, la Constitution de la République centrafricaine a un tout petit peu piétiné par cet accord, disant on va investir ceux-là qui ont tué le peuple centrafricain, on les met sur fauteuil des rois, et ceux-là qui veulent réclamer les droits légitimes pacifiquement, on les arrête, on les met en prison. On va demander, est-ce qu'en Centrafrique, il n'existe plus le droit de revendiquer ce que nos droits, est-ce qu'on a plus le droit à le revendiquer? Parce qu'à chaque fois, on constate, quand le peuple veut marcher, veut revendiquer un droit, on l'empêche. Mais quand le peuple veut marcher pour soutenir le gouvernement, par exemple, on les laisse faire. Pourquoi? Récemment, notre frère Beninga a été mis en prison. On ne sait pas, selon ce qu'on a appris, c'était juste par rapport aux manifestations. On ne sait pas s'il y a quelque chose à côté que le gouvernement l'aurait reproché et que le porte-parole du gouvernement nous le dise. Et voilà, je crois, ce sont là mes deux préoccupations sur l'application de cet accord-là qui piétine la Constitution de la République centrafricaine. La République centrafricaine est un pays démocratique, un pays de droit. Pourquoi est-ce que les Centrafricains ne peuvent plus revendiquer leurs droits librement? Merci. Le réseau des journalistes, il y a un peu de contradiction dans vos deux questions. Le réseau des journalistes dit que se pose la question de savoir si nous faisons quelque chose et que la meilleure solution, c'est les fourrages.
vous me dites, bon, mais on a effectivement, parce que c'est le cas, on a commencé à faire des fourrages, mais vous dites, quand est-ce que on va terminer avec cela? Sur la question de l'eau en question, je vous ai cité les actions qui étaient menées pour régler le problème dans le fond, c'est-à-dire là où il y a réellement le nœud du problème. C'est la question du pompage. Et pour ça, des mesures ont été prises, elles prennent du temps. Mais chacun a vu que des actions ont commencé pour faire des forages ici et là. Les forages, ça ne coûte pas rien, sauf si vous avez oublié que votre pays est en situation de fragilité, y compris économique. Ça veut dire qu'avec les ONG, avec les entités, eh bien, nous nous organisons pour pouvoir faire des forages là où cela est possible, parce que ce n'est pas toujours possible partout, compte tenu des questions de nappe phréatique, de ci, de ceci et de cela. La situation sécuritaire dont vous parlez et les otages. Vous allez un peu vite en besogne quand vous dites, bon, est-ce que le gouvernement est défaillant? Est-ce que... Bon, nous, en tout cas, monsieur de Ndekeluka, premièrement, nous avons toujours dit, en tout cas moi, en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai toujours dit ici que le gouvernement, dans tous les challenges qui sont devant lui, met en œuvre tous les moyens à sa disposition et en celle de nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc n'allez pas trop vite en besogne en parlant de défaillance ou pas. Des otages sont pris dans tous les pays dans le monde, y compris dans les pays occidentaux, et parfois dans ces pays occidentaux, on n'arrive pas à libérer ces otages, et malheureusement leur fin est tragique. Ces pays sont-ils défaillants, plus ou moins que nous? Donc il faut un peu se mesurer quand vous venez à nous qualifier aussi vite. Sinon on pourrait le faire de vous aussi et sur certains points. Donc, voilà ce que moi je peux vous dire. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement, il travaille avec ses partenaires. Et je vais vous dire, quant à, parce que vous insistez en disant, quand est-ce que nous allons les libérer, comment est-ce que nous allons faire? Si moi, en tant que porte-parole, j'avais la réponse pour vous dire comment on va les libérer, pensez-vous que je vais vous le dire ici, au micro, devant tous, et à l'oreille de ceux qui les auraient ravis? Bien entendu que non. Donc je n'ai pas de réponse à vous donner sur ce point. Bien. Maintenant, la question des... les forces onisiennes ne sont pas partout. Peut-on, et vous avez raison, accélérer le processus de formation des FACA? Ça, c'est le réseau des journalistes francophones qui posent la question. Oui, mais vous avez vu que récemment encore, il y a un contingent qui a été formé. Mais quand ils sont formés, c'est pas tout, il faut qu'on les équipe. Quand on les forme, là, on ne les envoie pas avec une fleur dans la bouche. Il faut qu'on puisse les équiper. Et vous connaissez le défi qui se pose à nous. Et vous savez de quelle manière nous y travaillons, y compris pendant la dernière visite du chef d'État aux États-Unis. La levée totale de l'embargo. Pour que chaque contingent qui est formé puisse être équipé et puisse être déployé sur le terrain. Et ça, vous le savez quand même. Vous vivez en Centrafrique avec nous. Sauf si vous y vivez et que vous êtes hors sol. Mais vous êtes avec nous ici. Et vous savez que nous formons des contingents, mais pour qu'ils puissent y aller, il faut qu'on leur donne des équipements. Voilà la situation aujourd'hui. Et nous sommes heureux que vous puissiez faire avec nous le plaidoyer, le continuer avec nous. Mais je peux vous rassurer que sur la base des derniers éléments en ma possession et de l'avancée des discussions que le chef de l'État a avec les différents partenaires en question sur cette affaire, j'ai bon espoir que beaucoup vite que prévu, nous irons vers une levée de sanctions qui permettra d'équiper très vite, en tout cas dans cette année-là, et peut-être avant la fin de cette année, d'équiper nos forces de défense et de sécurité pour, comme vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, à juste titre, protéger nos populations qui souffrent. Et les protéger, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont des électeurs potentiels, non. C'est parce que ce sont des Centrafricains
et que c'est le devoir du gouvernement de les protéger autant qu'ils doivent ou puissent l'assumer à chaque fois. Madame Lao a fait des parallèles que je trouve un peu osés en disant que, bon, la Constitution est bafouée et le fait, le droit légitime de certaines personnes à manifester. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais d'abord, bon, vous dites que la Constitution est bafouée, bon, c'est vous qui le dites. Maintenant, aujourd'hui, nous, le gouvernement, nous avons un engagement qui est de ramener la paix aux Centrafricaines et aux Centrafricains, ainsi que la sécurité, telle que l'a dit tout à l'heure monsieur du réseau des journalistes. Cette paix-là, on ne la ramènera pas seul, pas nous seuls, le gouvernement. Puisque ce n'était pas nous, le gouvernement, l'acteur de la crise, ou l'acteur principal, ou le seul acteur. Quand vous allez négocier, quand vous voulez ramener la paix, il faut, un, que les parties se rapprochent, deux, qu'elles discutent, et trois, qu'elles se mettent ensemble pour pouvoir ramener cette paix-là. Et c'est ce que nous voulons faire dans notre pays. Les gens nous ont amenés dans notre pays ici la violence, cette crise. Aujourd'hui, ils sont venus avec nous à des négociations et des discussions. Ils sont le problème, ou en tout cas une bonne partie du problème. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ils doivent aussi devenir la solution, ou une partie de la solution, en s'engageant, en travaillant à ramener la paix. Donc, ce n'est pas bafouer la Constitution que d'amener les gens qui ont participé à amener des troubles et la guerre dans notre pays, à contribuer, dès lors qu'ils se disent disposés à le faire, à ramener cette paix. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, il faut que je pose la question à certains d'entre nous. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la paix et faire tout ce qu'il faut pour la ramener et que ce soit un mauvais souvenir derrière nous, ou est-ce qu'on veut faire de la politique? Le gouvernement sur cette question ne fait pas cette politique. Le gouvernement travaille à ramener la paix. Et travaille avec ceux avec qui on peut la ramener. Il n'y a rien d'anticonstitutionnel ici. Vous parlez maintenant de M. Beninga. M. Beninga a été interpellé par le procureur de la République pour des faits qui lui ont été reprochés. Il a été libéré dans le délai de garde à vue. J'imagine que des dispositions sont prises pour que l'enquête se poursuive et en liaison avec lui. Donc des faits lui ont été reprochés. Moi, je ne vais pas commenter des actions de justice. Mais maintenant, pour sortir de cette question-là et de l'individu dont vous parlez, quant à la liberté de manifester, je pense qu'il y a eu ici dans ce pays plusieurs fois des manifestations. Les gens sont allés manifester. Simplement, il faut faire la différence entre deux choses. Un appel à manifester et un appel à la sédition. C'est deux choses différentes. Et j'imagine que si le procureur s'est levé pour poser des actes, c'est que très certainement les intéressés ou l'intéressé sont sortis de la légalité. Mais moi, je ne veux pas commenter l'action qu'il a prise. Pour le reste, je vous laisse responsable de vos dires. Mais, vous savez, hein, il suffit de regarder autour de nous. Nous, on est la Centrafrique, un pays qui sort de conflit. Je ne suis pas
convaincu que les gens soient moins libres que dans des pays qui nous entourent et qui ont des frontières avec nous. Essayez de regarder vous-même. Il y a des pays autour de nous, là, où il y a des manifestations qui sont réprimées comme nous on ne le fait jamais en Centrafrique. Alors qu'est-ce que vous en dites? Comment vous les qualifiez, ces pays-là? Il y en a qui sont au-delà de nous. La dernière fois, je terminerai sur ça, quelqu'un a dit que la dite manifestation que vous évoquez avait échoué parce que le gouvernement l'avait empêchée. J'ai dit empêcher comment? Mais en mettant les forces de défense et de sécurité partout dans la rue. Mais enfin, quel que soit le pays, et même dans des pays où des gens mettent des gilets d'une certaine couleur pour manifester, et même quand ces manifestations sont acceptées, mais le gouvernement met des forces dans la rue pour parer à tout débordement. En quoi avoir mis les forces de défense et de sécurité dans la rue était faite pour empêcher cette manifestation si elle avait eu lieu? Elle a échoué, elle a échoué. Parce que les Centrafricains ne sont plus prêts à se laisser duper. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais vous êtes là, comme moi, dans les quartiers, vous les écoutez. Ils veulent la paix, ils veulent la sécurité, ils veulent effectivement pouvoir manger, ils veulent de l'eau. Voilà ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas être manipulés. Ils ont le droit de reprocher à leur gouvernement de ne pas leur donner ces choses-là, mais pas d'être manipulés par des politiciens ou des gens qui sont devant des politiciens pour le faire. Et ça, ils savent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon observation. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions, ces dernières questions que vous avez posées. Tout à l'heure, là, avant que je dise deux mots très courts en sango, parce que nous avons tous très chaud là, et que certainement, monsieur le porte-parole en dise un autre, c'est que nous voyons que les violences ont diminué considérablement, sauf si on regarde d'une autre manière, par un autre prisme que nous autres, pour nous dire le contraire. Et cela doit continuer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à réduire considérablement les violences. Il faut que les Centrafricains, un autre bénéfice et dividende, puissent circuler tout au long de leur territoire sans être menacés. Et vous avez vu cette caravane évoquée tout à l'heure, qui est partie de Bangassou, qui est arrivée ici à Bangui, sans escorte. C'était volontairement, ils ont voulu que ce soit sans escorte. Et dans cette caravane, il y avait toutes religions confondues, musulmans, chrétiens, non-croyants, tout ce que vous voulez. Et des personnes de toutes conditions qui sont arrivées là, ici. Entre nous, très sincèrement et honnêtement, ça n'aurait pas pu être possible il y a à peine 3 mois. Là aussi, il faut être sincère et le reconnaître. Ça fait partie des dividendes de la paix. Et ça doit devenir une habitude. Et ça ne doit pas être médiatisé. Ça dit que des gens quittent de Bangassou et venir à Bangui, on n'a pas besoin de médiatiser parce que bon, ça y est, c'est devenu normal. Voilà les dividendes, entre autres, de la paix. Mais que les gens puissent être soignés de la meilleure manière parce qu'on pourra envoyer des médicaments ici et là. Ils pourront aussi être évacués. Et c'est vers ça que nous sommes en train d'arriver maintenant. Parce que ceux-là dont on dit qu'il ne faut pas qu'on les associe à cela, alors que ils font partie du problème et qu'on les associe pour régler le problème, mais nous les avons mis là pour que justement on arrive à ce genre de situation. Et notre devoir, c'est d'arriver à cette situation. C'est que les Centrafricaines et les Centrafricains puissent se sentir en sécurité, puissent circuler, puissent se soigner, puissent avoir de l'eau, etc. Vous pensez vraiment que le gouvernement peut avoir les moyens quand vous me demandez, dites-moi quand on va donner l'eau? On peut avoir ces moyens-là quand nous ne pouvons pas disposer de tout le territoire et d'y collecter les impôts et d'y collecter la douane et tout cela? Mais on ne peut pas. Si on ne règle pas le problème avec ceux qui ont été le problème, maintenant, on doit commencer par ça d'abord. On règle le problème sécuritaire qui permet de régler tous les autres problèmes. Et pour ce faire, tous les sacrifices sont utiles. Tous les sacrifices sont utiles.
pour que nos parents, les vôtres, les miens, mes neveux, mes oncles, mes cousins, mes cousines et les vôtres, dans l'arrière-pays, puissent se sentir tranquillisés. Tous les sacrifices sont utiles. Et le président de la République est engagé à cela et son gouvernement derrière lui.